Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. C'est parce qu'il l'a très bien compris qu'il travaille à parfaire sa formation politique. Le jeune officier qui vient de s'illustrer dans la guerre contre le Mali et à qui on a confié la création d'une unité d'élite ne veut pas se contenter d'être un combattant, un soldat au service d'un régime. Il veut d'abord se cultiver. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. À 20 ans à peine, on lui a confié la création d'une unité d'élite, l'unité des commandos de Pau. Commandant Abdou Salam Kaboré, un ami de longue date. C'est Sankara qui a créé Pau. C'est la compagnie commando qu'il a commandé lors de ce malheureux incident entre le Mali et nous, qu'il a transféré à Pau. Il va donc poser pendant quelque temps son baluchon dans cette ville de Haute-Volta où très rapidement il séduit. Un habitant de Pau qui va devenir son traducteur se souvient de leur rencontre autour d'un puits. C'était autour d'un puits dans mon quartier natal qu'on a appelé le puits UNESCO parce qu'il était doté par l'UNESCO aux femmes quand l'UNESCO introduisait donc la notion de l'émancipation de la femme. Et à cette époque, ils ont posé la question de la crucialité d'eau. Par leur dynamisme, l'UNESCO a consenti leur offrir un puits. Puis les militaires sont arrivés, ils n'obéissaient personne avec une citerne traquée par une Égypte. Quand ils arrivent, c'était la terreur. Pour prendre l'eau, ils ne savent pas respecter la ligne, ils ne savent pas respecter l'ordre et personne n'est respecté. Alors, il y a eu une révolte du quartier et Sankara est venu un jour, il a tenu un discours conciliant ces termes. Je suis votre fils, ces militaires sont vos fils. C'est impensable que vous leur refusiez de l'eau, mais c'est encore inadmissible qu'ils viennent vous forcer la main pour prendre votre eau parce que le puits est d'abord le vôtre. Et ce jour, il a mis de l'ordre. Et dorénavant, chaque militaire arrive, il s'aligne, il attend son tour, même si c'est la citerne. L'homme de parole se veut proche des populations de Pau. Il n'a pas une démarche de militaire. Il se veut au service des populations, du peuple, à Pekira Gomyimbo. Il s'est beaucoup intéressé à la jeunesse. La preuve, l'actuelle maison de jeunes sous la révolution baptisée CPL, Centre de jeunes populaires et de loisirs, à la construction, Sankara envoyait 12 militaires par jour pour aider la jeunesse à construire. Ensuite, dès qu'il se passe un événement malheureux ou heureux, Sankara et ses hommes étaient présents. Quand il y a un cas de décès, les militaires retroussent les manches, ils creusent la tombe avec tout le monde. Donc il avait instauré cette sorte d'intégration et de convivialité militaire population civile. Thomas Sankara est désormais un notable, un enfant de la cité de Pau. Il a une base. Mais il continue de se former. Il effectue des stages en France et au Maroc, notamment à l'école des instructeurs de Rabat en 1978, où il partage d'ailleurs la chambrée avec Blaise Compaoré. Même s'il a toujours démenti appartenir à des organisations communistes, il s'intéresse de très près aux théories, à l'idéologie marxiste. Il dit Marx et toute la littérature communiste et révolutionnaire. En France, il se frotte à tous ces intellectuels africains qui se passionnent pour cette idéologie. Il traîne dans les librairies dites marxistes, notamment les Herbes sauvages au quartier latin. Il rencontre de nombreux compatriotes étudiants, en particulier des membres de l'organisation communiste voltaïque comme Basile Guissou ou Valère Sommet. En 1978, pendant qu'il est en stage au Maroc, il fugue à plusieurs reprises jusqu'à Caen où il va rendre visite à Mariam Serme, sa fiancée. Mais il en profite aussi toujours pour assister clandestinement à des réunions d'étudiants. Il faut dire qu'il appartient également à une organisation clandestine de jeunes officiers un peu excédés par les pratiques de leurs supérieurs. Un certain mystérieux Roch. Le commandant Abdou Salam Kaboré appartenait à cette organisation dont le but n'était pas forcément au départ la prise de pouvoir. Nous avions des difficultés vis-à-vis des anciens officiers. Tout à fait simplement et matériellement. Moi, j'ai une voiture qui ne marche pas, qui est en panne. Et plutôt que de me changer un carburateur, on va acheter 2 batteries pour la voiture la 3e voiture d'un officier, etc. Donc au départ, on s'est dit il faut qu'on se regroupe pour s'entraider, pour bien lutter contre ces vieux-là. De plus en plus, on s'est amené à dire bon, il y a des soldats, des sous-officiers qui sont sous nous,
leurs conditions sont déplorables, l'habillement, la soupe, tout cela. Et mot d'ordre a été donné aux jeunes officiers de bien voir la troupe, de bien voir comment les éléments ils se nourrissent et comment ils sont habillés. Donc de plus en plus, on s'est amené à vouloir défendre le faible. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu une grande grève en 75. Et nous, jeunes officiers, on s'est donné le mot d'ordre de ne pas tirer sur la foule si jamais l'ordre nous en était donné. Et c'est à ce moment qu'on s'est dit, bon, tiens, tant qu'à faire, il faut qu'on s'apprête un jour à prendre le pouvoir. Mais sans précipitation, sans calcul, et il faut que nous nous formions. Faire le pam-pam-pam, prendre le pouvoir, c'est peut-être pas très difficile, mais gérer le pouvoir, c'est difficile. La hiérarchie militaire à Ouagadougou n'est pas dupe. Elle se méfie de cet officier un peu turbulent qui n'en fait qu'à sa tête, qui marque très souvent sa différence, et dont la popularité dans sa ville de Pau grandit chaque jour. Ironie de l'histoire, en cette matinée du 25 novembre 1980, Aboubacar Sangoulé Lamizana, 14 années après avoir déposé Maurice Yaméogo, le premier président de la Haute-Volta indépendante, est à son tour renversé par un officier après une autre grève initiée encore une fois par les puissants syndicats. Le putsch se déroule sans effusion de sang. Lamizana se rend sans coup férir et est placé sous surveillance dans la résidence officielle qu'il occupe depuis son arrivée au pouvoir. Le chef du comité militaire de redressement pour le progrès national, CMPRN, qui vient de se constituer, explique que le renversement du général Lamizana a été rendu nécessaire par la situation politique et économique du pays, je cite, caractérisée par la dégradation du climat social et de tous les secteurs de la vie nationale. Il promet par ailleurs de mettre fin à la corruption et de redresser l'économie. L'initiative est plutôt bien accueillie par les voltaïques. Les chefs coutumiers estiment, je cite, que l'événement constitue une chance inespérée pour le pays et pour le peuple, dont les divisions antagonistes de toutes sortes compromettaient dangereusement et quotidiennement la concorde nationale. Fin de citation. Il faut reconnaître que le coup d'État intervient dans un contexte de crise à tous les niveaux de la société. Depuis le 1er octobre 1980, les enseignants sont en grève à l'appel des 4 centrales syndicales du pays pour protester contre, je cite, les décisions arbitraires selon eux prises par le pouvoir à l'encontre de plusieurs de leurs collègues. Au niveau économique, la Haute-Volta, dont le produit intérieur brut repose quasi exclusivement sur le secteur agricole, souffre en cette année 1980 d'une grave sécheresse qui brûle les cultures. Sur le plan politique, enfin, le népotisme et la personnalisation de la vie des partis sont devenus des phénomènes tels qu'ils empêchent une gestion saine des affaires du pays. Le putsch est donc plutôt bien accueilli par les populations. Même le cardinal Zougrana, archevêque de Ouagadougou, parle de providence divine. Césaire Herbeau constitue son équipe et appelle au gouvernement le capitaine Thomas Sankara. Il lui propose la fonction de secrétaire d'État à la présidence chargée de l'information. Le jeune officier n'est absolument pas intéressé par cette proposition qu'il perçoit comme une façon de le neutraliser, de le tenir à l'œil, de l'avoir sous la main. Mais sous la pression, il est obligé de l'accepter. Son traducteur à Pau, Apekira Gomnyimbu. Sankara a réuni la jeunesse dont je faisais partie pour nous dire « je m'en vais, mais ce n'est pas pour longtemps ». Ils veulent me rapprocher à leur côté, mais je ne saurais servir un régime félon. Mais il y a eu des pressions multiformes de part de mes parents, de part de mes amis et de la hiérarchie militaire. Je vais aller, mais ma durée ne sera excédée 6 mois. Ernest Normand Ouedraogo, un de ses plus anciens proches. En obéissant à l'ordre qui lui a été donné d'entrer dans le gouvernement, il avait donné un délai. Et il disait qu'à l'issue de ce délai, il se retirerait.
À l'issue du délai, il a demandé à être libéré de ses fonctions, ce que la hiérarchie n'a pas voulu entendre. Commandant Abdou Salam Kaboré, un de ses amis. Quand il a été nommé secrétaire d'État à l'information à son corps défendant, nous avons manipulé de telle sorte que son remplaçant soit Blaise Compaoré et plus tard que son adjoint soit Guinguéré, le général Guinguéré que vous connaissez aujourd'hui. Apekira Gomnyimbu. Comme il était le commandant du Sénèque, il nous a dit, la jeunesse de Pau, ne vous en faites pas, je vais aller. Mais tout ce que j'ai amorcé avec vous va se poursuivre. Parce que l'homme qui viendra me remplacer est un ami personnel, dont je répondrai de lui et dont je constituerai l'une de sa moitié. Il s'appelle Blaise Compaoré. Thomas Sankara rejoint donc le gouvernement. Mais il ne s'y sent vraiment pas à sa place. Il faut dire qu'il dissonne en réalité dans cet environnement. Et il cultive d'ailleurs cette différence. Fidel Toé, son directeur de cabinet d'alors. Thomas était justement déjà atypique. Travaille beaucoup, lit tous ses dossiers, les analyse, et il vit comme chaque jour au quotidien. Parfois il vient à vélo au travail, ainsi de suite. Et ça déjà, les autres trouvaient ça extraordinaire. Mais il faut dire que nos fonctions publiques sont telles que certains cadres parmi vos confrères journalistes s'offusquaient de voir leurs ministres à eux venir à vélo, tandis que les autres ministres roulaient en R30 ou dans de grosses cylindrées. Et plus tard, quand ils venaient, peut-être c'était des petites voitures Visa qu'ils pouvaient utiliser pour venir au travail. Mais il venait au travail tout le temps et lui-même ça l'amusait. Il disait toujours l'efficacité de quelqu'un ne dépend pas de la grosse cylindrée qui l'amène au travail. Thomas Sankara, qui n'a pas de véritable expérience politique, va décider de se servir de cette occasion pour en acquérir. Il va saisir cette opportunité pour asseoir sa popularité, sa notoriété sur le plan national. Il est omniprésent, donne son avis sur tout, point de vue très souvent en décalage, bien sûr, avec celui du gouvernement. Mais même cette démarche ne le satisfait plus. Il veut s'en aller, il veut faire autre chose, quitter le gouvernement. Il demande donc au chef de l'État, Seïz Herbo, de le libérer. Là, pas de réponse. Avril 1982, se tient à Ouagadougou la conférence des ministres africains chargés du cinéma. En tant que ministre de l'Information, c'est lui qui est en charge de l'événement. Le président Seïz Herbo assiste à la cérémonie. C'est l'occasion pour Thomas Sankara d'en finir avec cette situation, avec cette fonction qui l'agace. Fidel Toé, son directeur de cabinet, raconte. Il y avait une grande réunion du CIDC ici Profilm et Thomas quand même Sankara a conduit toujours la réunion, mais il était déjà démissionnaire. Le lundi de Pâques, je crois en 82, Thomas ramassait déjà ses affaires pour dire que lui, il a obtenu la démission du gouvernement, mais il a assuré au nom de la nation, puisqu'il est quand même en tant que ministre, des étrangers sont venus et pour cela, donc, il a animé cette réunion. Et à la fin de la réunion, c'est là où il a tenu un discours très mémorable où il demande aux cinéastes, aux artistes d'être fidèles dans le rendement du travail qu'ils font. Et particulièrement même aux journalistes, de dire toujours la vérité. Et au niveau de la pellicule, puisque nous sommes devant un appareil, 24 fois par seconde, les films doivent révéler une vérité profonde pour l'homme. Et c'est à la fin de ce discours qu'il lance malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Il faut préciser qu'il se tourne en direction du président Seïz Herbo et pointe vers lui un doigt accusateur en disant très exactement pour finir « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple et cherchent à leur imposer le silence ». Dans la foulée, il démissionne et claque la porte du gouvernement. La sanction tombe très naturellement. Un tel affront ne pouvait rester impuni, surtout dans l'armée. Alors on choisit la punition la plus humiliante pour le jeune capitaine. Thomas Sankara est d'abord placé aux arrêts de rigueur pendant 2 mois à Dédougou dans la caserne des paracommandos. Il est également maintenu dans cette ville dans une sorte de résidence surveillée de façon à le garder loin de la capitale. Et plus dur pour ce passionné de l'uniforme, de son métier d'officier, il est déchu de son grade de capitaine. Désormais, la rupture est consommée avec le régime Seïz Herbo. Depuis le 25 novembre 1980, un pouvoir dénommé Comité militaire de redressement pour le progrès national, CMRPN, s'est installé en Haute-Volta.
Après l'enthousiasme des premiers jours qui a salué la chute du régime antipopulaire de la Troisième République, l'indifférence, la déception, l'hostilité, puis le rejet total ont pris place dans les rangs des masses voltaïques. Le colonel Césaire-Beau, ses comités de militaires et son gouvernement n'ont reçu que la juste sanction du peuple pour leur politique aventuriste et de trahison dont les traits principaux sont la gabegie, la corruption et l'enrichissement illicite et spectaculaire des dignitaires aggravant ainsi le marasme économique, la répression injustifiée des travailleurs, élèves et étudiants par des déportations, des mandats d'arrêt et la suppression des libertés fondamentales aussi bien individuelles que collectives. Ce deuxième putsch militaire à moins de 3 ans vient mettre fin à la traversée du désert de Thomas Sankara. Le comité militaire de redressement pour le progrès national, le CMPRN, est remplacé par le CSP, le Conseil de salut du peuple. Thomas Sankara, contrairement à ce que certains prétendent, n'a pas participé à ce putsch. Fidel Toé, son ancien directeur de cabinet. Personnellement, il m'a dit non, il n'était pas l'auteur de pareils coups, mais des officiers aussi ou d'autres militaires sont venus le voir par la suite pour lui demander de bien vouloir entrer dans le gouvernement parce que eux, ils ont fait cela aussi pour eux et de voir une certaine dérive droitière qui se faisait. Et eux, ils ne se reconnaissaient plus dans l'action qu'ils avaient eu à faire. C'est à ce titre-là, c'est comme ça que au niveau du CSP, le Conseil du salut du peuple, les membres ont procédé à une élection d'un Premier ministre. Jean-Marc Palme, ancien ministre des Affaires étrangères après le régime Sankara. Le CSP a eu ceci de particulier. Personne parmi les officiers supérieurs n'a voulu revendiquer le coup d'État. Le Conseil du salut du peuple, aucun officier supérieur n'a voulu revendiquer le coup d'État. Celui que l'on disait être l'instigateur, le chef d'état-major, le colonel Yorian, n'a pas voulu prendre le pouvoir. Et c'est là où on a réuni l'ensemble donc des corps. Et c'est là où le déclic va se produire. Thomas n'était pas candidat, Blaine n'était pas candidat. Ils ont poussé devant Jean-Baptiste Ouédraogo, qui était avec eux, avec qui ils discutaient, qui était un médecin militaire. Il y a eu ballottage entre lui et le général Kimgo Garango. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste Ouédraogo est devenu président presque par défaut. Bien qu'il n'ait pas participé au putsch, Thomas est nommé Premier ministre du nouveau gouvernement. Cette fois-ci, il joue les premiers plans. C'est le début d'une aventure qui promet d'être palpitante, comme nous le verrons la semaine prochaine, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons.